C'est la journée internationale des langues maternelles. Thème 2016, éducation de qualité, langue d'enseignement et acquis de l'apprentissage. L'actualité oblige. Votre Dimanche Magazine est donc consacré à la promotion des langues maternelles en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Agence universitaire de la francophonie forme les étudiants en doctorat de 12 pays. Objectif, accompagner et donner des orientations aux doctorants dans leurs travaux de recherche. Les précisions dans quelques instants. Plus de 7,5 millions de Nigériens appelés aux urnes ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives, mais le vote par témoignage est critiqué par l'opposition. 13h à Abidjan, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues maternelles. Le thème de cette année met l'accent sur l'importance de l'éducation de qualité et de l'apprentissage des langues, en particulier la langue maternelle, dès les premières années d'enseignement. En Côte d'Ivoire, l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif, un projet déjà à l'étude, va contribuer à promouvoir les langues maternelles. Et justement, pour coller à l'actualité, votre magazine du dimanche traitera de la promotion de la langue maternelle en Côte d'Ivoire. Alors, pour en parler, notre invité du jour est le professeur Jérémy Nguessan-Kouadio, doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger avec vous, mais avant, cap sur la primature, où le Premier ministre a reçu Cyril Bolloré, le benjamin des 3 fils de Vincent Bolloré, le directeur général délégué du groupe Bolloré et président de Bolloré Transport Logistique, a présenté les chantiers du groupe à Daniel Kablan-Duncan. En Côte d'Ivoire, Bolloré Africa Logistique, c'est plus d'1 400 000 m² d'entrepôts et d'espaces de stockage. Ce sont aussi des services maritimes, portuaires, ferroviaires, aériens et terrestres. Cyril Bolloré a par ailleurs annoncé l'ouverture de plusieurs salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de la journée de la célébration de la femme compétente, journée organisée par le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Le point avec Patricia Oumouetia. Elles sont toutes là, belles, intelligentes et compétentes. Elles sont répertoriées dans l'annuaire des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres des cadres supérieurs et des femmes de tout niveau. Le prétexte de cette rencontre, célébrer et valoriser les compétences féminines, mais surtout célébrer et honorer la coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines pour son engagement en faveur d'un développement équitable des femmes. Depuis le Compendium des compétences féminines, quand il y a une place, toutes les autres se mettent ensemble pour pousser celle qui est devant, pour réussir, et au fur et à mesure, les autres rentrent. Vous avez vu, il n'y avait que 5 femmes au gouvernement, aujourd'hui il y en a 9, parce qu'au niveau du Compendium, nous avons vu cette technique qu'on appelle le network ou le réseautage. Les femmes du COCOFSI se réjouissent du taux de participation de 25% des femmes dans le gouvernement. Une fierté pour toutes les femmes ivoiriennes en général et pour celles du COCOFSI en particulier. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes et à travers ces femmes-là, une femme, Madame Euphrasie Kwasi-Yao, non pas parce qu'elle est plus méritante que les autres femmes nommées ministres au gouvernement et toutes les femmes ici présentes, mais c'est parce qu'elle a su rassembler, elle a su avoir un esprit fédérateur, rassembler toutes les femmes compétences de tout niveau pour pouvoir les mettre ensemble et réfléchir ensemble pour la promotion de la femme. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Et nous voudrons profiter de l'occasion pour féliciter toutes les femmes du monde entier, et particulièrement toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à travers le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Les femmes, que vous soyez du secteur vivrier, que vous soyez dans tout secteur d'activité, que vous soyez des professionnels de haut niveau, aujourd'hui, tout le monde est célébré. Une cérémonie de valorisation des femmes qui a pris fin sur une note joyeuse.
La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a dit, en fait, depuis 2 jours, une petite fille de 5 ans maltraitée par la seconde épouse de son père a été découverte dans le quartier de Vridi-Canal, dans la commune de Port-Boué. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, alertée, s'est rendue sur place pour apporter assistance et réconfort à cette petite qui s'appelle Grace. Doigt de laser. Cette petite fille de 5 ans est traumatisée. Depuis plus d'1 an, elle est maltraitée par l'épouse de son père biologique, subissant ses coups et blessures. L'enfant était chez moi. Il est venu chez l'enfant pour faire 2 jours. Dans 2 jours, il a déménagé. Donc quand il appelle pour venir voir l'enfant, il me tourne. On lui demande où est la mère et tout que non. Souvent il dit je suis malade, souvent il dit je suis morte même, souvent il dit je suis au village. Elle est tellement traumatisée, elle ne se retrouve pas. Ils l'ont frappé, les cicatrices partout, maltraité. Selon certains témoins, des interpellations régulières de la dame sur la violence faite à la petite Grace n'ont pas eu d'effet. Quand elle sort, elle ferme la petite dans la maison, elle va se balader avec ses enfants. Quand elle frappe l'enfant, elle mord, elle gratte l'enfant. Et tout le temps, c'est comme ça. La publication des images de la victime sur les réseaux sociaux a permis aux assistants sociaux de la commune de Koumassi d'entamer une procédure de récupération de la petite Grace. Aussitôt interpellée, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Efrazi Kwasi Yao, s'est rendue chez les parents de la victime. Un cas de violence inacceptable, selon Efrazi Kwasi Yao, qui entend passer à la répression. On s'occupe des droits des femmes. Mais les enfants, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que je dis tolérance zéro face aux violences faites aux enfants. Ça ne s'explique pas. L'Ivoirien nouveau ne peut pas battre un enfant qui est inoffensif. La belle-mère, son sort suivra. La loi est là, on agira. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a fait des dons à la mère de Grace pour l'entretien de la petite. L'école de handicapés intellectuels, la page blanche, a 25 ans. Les responsables de cette école veulent marquer les 25 années d'existence par plusieurs activités, notamment la sensibilisation et la mobilisation des fonds pour la prise en charge des 150 pensionnaires de cette école. Le lancement des activités avec notre reporter, Doigt de laser. Handicap physique, moteur ou intellectuel, plusieurs enfants ivoiriens souffrent de ces malformations à la naissance pour certains, et pour d'autres à l'issue d'une maladie chronique. Chaque année, l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, AREA, accueille au moins 150 enfants handicapés intellectuels au sein du centre La Page Blanche. En 25 ans, nous avons accueilli plus de 600 enfants au niveau de La Page Blanche. Il y a près de 15% des enfants en voie de professionnalisation. Donc c'est une campagne de sensibilisation et de mobilisation de fonds que nous allons démarrer jusqu'en novembre. Le centre d'apprentissage et d'éducation La Page Blanche, créé en 1991, va célébrer son 25e anniversaire en novembre 2016. Une occasion pour les responsables de la structure de dresser le bilan et les perspectives à venir. Nous allons faire des journées portes ouvertes pour montrer à la population ce que nos enfants savent faire, comment ils sont pris en charge, qui sont nos enfants. La grande mobilisation de fonds qui sera un dîner gala et un téléthon. La dernière semaine du mois de novembre, nous allons faire la pose de la première pierre sur le site à Benjerville, sur 4280 m². Sur ce site va naître un centre plus grand pour permettre à l'établissement d'accueillir un bon nombre d'enfants handicapés physiques, moteurs ou intellectuels de Côte d'Ivoire. L'insécurité à la frontière ivoiro-libérienne, sujet au centre d'un atelier initié par le réseau ouest africain pour la paix en collaboration avec une ONG britannique. Cet atelier vise à trouver des solutions durables à la question de l'insécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous Sangaré et Abou Sanogo. La frontière ivoiro-libérienne dans l'ouest de la Côte d'Ivoire est souvent confrontée à des difficultés liées à l'insécurité, notamment les conflits fonciers intercommunautaires et l'incursion récurrente de bandes armées. Selon Conciliation Resources, organisation britannique engagée dans la recherche de la paix, cette situation constitue une entrave à la cohésion sociale. Le problème véritable qui se pose, ce sont des questions liées aux conflits fonciers, des questions liées à l'immigration, des questions également liées à, on va dire, la situation
de précarité au niveau de la réconciliation qui devait exister entre ces différentes populations-là. En vue de faire face à cette situation, un atelier est initié avec l'appui du WANEP, Réseau Ouest africain pour la paix. Insécurité transfrontalière et initiative locale de dialogue. C'est le thème de cet atelier qui vise à trouver des solutions durables à la question de l'insécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Compte tenu aussi de l'actualité avec la dernière rencontre des chefs d'État à Guiglo sur la possibilité de voir bientôt s'ouvrir les frontières, il nous semblait donc important d'aborder cette question-là pour voir un peu comment est-ce que, ensemble avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine, nous pourrions trouver des solutions durables en fait, à la question de l'insécurité dans cette région. 5 ministères ont pris part à cet atelier dont les résultats seront soumis aux autorités ivoiriennes. Créé le 23 mars 2003, le réseau Ouest africain pour la paix, WANEP Côte d'Ivoire, est composé de 21 organisations non gouvernementales. Un important lot de produits pharmaceutiques, de cannabis, de munitions, de faux billets rentrés illicitement en Côte d'Ivoire a été saisi à la Citaraï et dans des cas de transport en provenance d'Abidjan. Le commentaire de Kwadio Kwame. 100 kg de cannabis, un lot de faux billets, 1200 seringues, plus de 240 cartouches de cigarettes, environ 2 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés et 1500 munitions de calibre 12. C'est la saisie des directions des services extérieurs de Yamoussoukro et régional de Bouaké des douanes ivoiriennes en ce début d'année. Le cannabis a été pris dans un car en provenance d'Abidjan au corridor sud de Bouaké. Quant aux produits pharmaceutiques non enregistrés, ils ont été saisis dans un train. Cette saisie a été possible grâce aux hommes du lieutenant Oulaïyo, chef de brigade des stupéfiants et drogues. À Bouaké comme à Yamoussoukro, les soldats de l'économie ivoirienne, tout en invitant les opérateurs économiques à respecter les mesures en vigueur en matière de commerce, ont appelé les populations à la collaboration. La population doit collaborer parce qu'il faut dire que nous exerçons pour le bien de la population. Il doit y avoir une politique de communication. Vu que nous sommes nouveaux sur le terrain, c'est au fur et à mesure que la population saura exactement que nous sommes sur le terrain. La douane est au service même de cette population d'abord. Et ça fait partie de nos attributions de protéger la population. Et cette protection passe donc par la lutte contre les produits stupéfiants, la drogue et autres, les munitions, les armes. En 2015, la vigilance des agents de douanes ivoiriennes sur le terrain a permis de mettre la main sur des marchandises rentrées illicitement sur le territoire ivoirien. Un appui logistique supplémentaire pourrait accroître les résultats sur le terrain. Comme toute structure, le monde de la santé produit d'énormes déchets, des déchets qui n'ont pas le même traitement que ceux produits par les ménages. Comment préserver l'environnement de tels déchets potentiellement nocifs pour la santé des populations? La réponse à cette question est trouvée par le Conseil régional de la Mai qui a doté l'hôpital général d'Azopé d'un incinérateur de grande capacité. L'incinérateur a coûté 32 millions de francs CFA. Patricia Omoetia. 2 sortes de déchets sont produites par les structures sanitaires. Les moins dangereux, constitués à 80% des déchets assimilables aux déchets ménagers et 20% représentant un risque sanitaire ou infectieux. Pansements, aiguilles, liquides biologiques et sanguins constituent le quotidien des centres de santé. Comment s'en débarrasser pour préserver l'environnement? Les spécialistes proposent un incinérateur dans tous les grands centres sanitaires. L'hôpital général d'Azopé vient d'en être doté. Il a coûté 32 millions de francs CFA au conseil régional de la Mai. Nous produisons en moyenne entre 10 et 15 kg de déchets médicaux et ménagers par jour. Les centres de santé environnants, également l'hôpital général d'Azopé, toutes ces structures sanitaires devaient pouvoir envoyer ici leurs déchets. Pour le donateur, c'est un souci majeur de veiller à la santé de ses concitoyens. Préserver l'environnement, c'est faire un grand pas dans la recherche du bien-être de la population, s'est réjoui Sombo Yapi Jean-Claude, deuxième vice-président du conseil régional de la Mai. Nous en sommes à une autre phase, la phase de préservation de l'environnement. Et nous pensons que le conseil régional a un rôle à jouer, c'est-à-dire les déchets non ordinaires. Il faut les prendre en charge.
Ce n'est pas la première fois que le Conseil général de l'AME se rend au chevet de l'hôpital général d'Azopé. Il a déjà doté d'un cabinet dentaire à hauteur de 35 millions de francs CFA. Les centres de santé d'Andé, d'Anépé et d'Anangueux ont également été réhabilités. Dans le domaine de l'artisanat, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a ouvert un bureau local dans la région du Bélier. Ce bureau permettra aux artisans de la région de mieux s'organiser. Mamadou Kwasi. La région du Bélier compte à ce jour plus de 780 artisans regroupés dans différents domaines. Pour la promotion de leurs activités, certains se sont organisés en coopérative. Leur souci, bénéficier de soutien financier pour développer leurs activités afin d'accroître leurs revenus. Mais cela passe nécessairement par une bonne organisation sur le terrain. Et désormais, ça sera chose faite. Les membres de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire disposent désormais d'un siège à Toumoudi. La cérémonie d'inauguration de ce bureau local a été l'occasion pour le président national de cette chambre consulaire de rappeler les actions engagées par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. Grâce à la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous avons pu avoir le code de l'artisanat qui permettra à tout artisan, avant d'exercer sur le territoire national, d'être immatriculé au répertoire des métiers afin de verser le chiffre exact au gouvernement pour qu'on puisse faire les plans nationaux de développement pour ce secteur. Le parrain de la cérémonie invite les artisans à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, car, dira-t-il, l'Ivoirien nouveau prôné par le chef de l'État Alassane Ouattara doit prendre en compte tous les acteurs de la société. Nous avons indiqué qu'il constituait un point important de la société ivoirienne en termes d'agents économiques, puisque c'est de par leur travail que nous autres qui sommes du secteur public puissions rejoindre les deux bouts. Donc à ce niveau, les autorités publiques sont engagées à leur côté pour leur tracer un cadre juridique efficace, pour leur permettre de s'épanouir et de se prendre en charge de par leur métier. Pour le bon fonctionnement de ce bureau local, les artisans de la région du Bélier ont reçu du matériel informatique. Et dans les jours à venir, les 780 artisans de la région du Bélier bénéficieront d'une assurance maladie pour le bonheur de leurs différentes familles. 2016, une année de travail pour les jeunes et les femmes déscolarisées du district de Yamoussoukro. C'est la volonté affichée par le gouverneur du district qui met à la disposition de ces deux franges de la population de Yamoussoukro 6 projets grâce à des partenaires privés et publics. Eugène Atoubé. Le soleil s'est couché depuis bien longtemps sur le village de Fondi, mais ces jeunes agriculteurs sont encore à travailler dans leurs champs. Regroupés en coopérative, ils vont ajouter à leur activité la culture du maïs, un projet que le district de Yamoussoukro met à leur disposition. L'enjeu ici, c'est comment donner du travail aux jeunes du district autonome de Yamoussoukro. Ce maïs sera vendu à un prix rémunérateur pour nos paysans. Et ça, c'était vraiment la première condition que le gouverneur a posée à nos partenaires. Le district est capable de nous trouver des marchés sur lesquels nous pourrons vendre nos produits de façon appropriée et à de bons coûts. Comme Fondi, 4 autres villages du district de Yamoussoukro bénéficient du projet Culture du maïs, actuellement dans sa phase pilote. Les 5 villages couverts par le projet maïs auront à exploiter chacun une parcelle de 10 hectares. Et grâce au partenariat signé avec une firme de production d'aliments de volaille, la question de la commercialisation de leur production a déjà trouvé solution. Le prix sera bien rémunérateur. Nous pourrons, à travers ce programme, générer des revenus pour des centaines, voire des milliers de jeunes dans le district de Yamoussoukro. On leur garantit le rachat de toute la récolte à des prix garantis d'avance et qui sont même supérieurs au cours moyen auquel on achète ce maïs-là. Il faut qu'on réhabilite le travail de la terre et qu'on lui rende ses lettres de noblesse et qu'on puisse faire gagner des revenus qui permettent aux producteurs d'avoir une vie décente. Le projet maïs porte à 5 le nombre de projets agricoles initiés par le district de Yamoussoukro. Il couvre les domaines riz, café, cacao avec les plantations de Tombokro, formation et insertion des jeunes avec l'INPHB. S'y ajoute le projet incubateur d'entreprises agricoles avec la Banque mondiale et la plateforme d'innovation Manioc. Cette plateforme intègre tous les acteurs qui composent la chaîne de valeur de l'activité Manioc. Le district n'a cessé de les appuyer au point de vue encadrement en construisant 5 abris. C'est dans un souci de valoriser les produits pour qu'on ait des produits de qualité.
on est la ticket qui va connaître un processus début, le champ jusqu'à la transformation et offrir à la population un produit de qualité. Le gouverneur du district de Yamoussoukro indique que tous les projets seront prévus pour démarrer cette année 2016. Une opportunité pour les jeunes et les femmes de scolariser pour s'insérer dans le tissu socio-économique et améliorer leurs conditions de vie. La Fédération pour la paix universelle a désormais un conseil régional de la paix ainsi que de nouveaux ambassadeurs. Ils viennent d'être installés par le président national de la Fédération de la paix universelle, Philomène Kwame et Thérèse Tapeyoboué. Promouvoir la paix afin d'éviter toutes sortes de conflits, travailler en collaboration avec la population en vue de construire une paix durable sont entre autres les objectifs de l'installation d'un conseil régional de la paix et d'ambassadeurs de paix dans le Haut-Sassandra. Parmi les promus, le maire de Daloa. Pour avoir la paix, pour aller à l'école. Il faut avoir la paix pour aller à un centre de santé. Il faut avoir la paix pour aller au travail. Il faut avoir la paix en quelque sorte pour, comme on dit souvent, battre ses occupations. Mais tant que cette paix-là n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cette raison que je suis vraiment heureux. Le président national de la Fédération universelle pour la paix a exhorté les nouveaux à cultiver le dialogue et à s'aimer la paix autour d'eux. Notre pays est un pays qui sort de beaucoup de crises et la paix est une quête depuis très longtemps pour le père fondateur et tous les autorités qui sont succédées à la tête du pays. Et aujourd'hui, ce rêve de nos populations, qui est la paix, doit être réalisé concrètement. Et la fédération vient comme un espoir. La Fédération universelle pour la paix a pour mission de prévenir et de gérer les conflits. Elle regroupe des organisations et des personnes de toutes croyances, races et origines qui œuvrent pour une société meilleure, plus juste. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les doctorants des 3 bureaux régionaux de l'agence universitaire de la francophonie sont en séminaire à Benjerville. Plus de 12 pays participent à cette rencontre. Objectif, accompagner et donner des orientations aux doctorants dans leurs travaux de recherche. Reportage Cynthia Dédé et Grace Kando. Les étudiants en thèse de doctorat sont souvent confrontés à des difficultés liées à leur recherche. Problèmes de structuration, déficit d'enseignants-chercheurs, non-respect des délais pour les soutenances de thèse, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans. Alors, pour apporter des réponses à toutes ces préoccupations, l'Agence universitaire de la francophonie organise le 3e regroupement du collège doctoral afin d'accompagner les étudiants dans leurs travaux de recherche. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des progrès énormes qui sont réalisés au cours de ces différents ateliers. Maintenant, les étudiants ont bien compris. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à terme, une fois qu'ils auront soutenu leur thèse, ça ait contribué à faire un réseau de thésards, donc de futurs chercheurs, enseignants-chercheurs, qui continueront à travailler ensemble. L'état d'avancement des travaux des doctorants a été présenté au comité scientifique. Ma thèse porte spécialement sur la valorisation de la bière de sorgho. Le jury nous a essayé de recadrer un peu les travaux, d'insister sur certains points là où il y avait un peu de défaillance. Là où peut-être les expériences n'étaient pas assez poussées. Le jury aussi nous aide aussi à mieux organiser le travail, à mieux le structurer. Le comité scientifique de pilotage, l'AUF, nous offre déjà une tribune de critique, c'est-à-dire on expose nos travaux, le comité évalue l'avancée, le comité nous propose des alternatives au regard des problèmes que nous avons rencontrés et le comité nous pose des questions en termes critiques. Ces doctorants sont venus de plus de 10 pays d'Afrique de l'Ouest, centrale et du Maghreb. Ce constat sur les marchés, les habillages fantaisistes des téléphones portables, pour mieux protéger ces téléphones, il y a de nouvelles tendances proposées par les commerçants. Ces habillages, appelés aussi coques de protection arrière, existent en plusieurs modèles. C'est un constat de Barakissa Bamba, Mariam Bamba et de Gabriel Zani. C'est un effet de mode chez les utilisateurs de téléphones portables. Ces habillages fantaisistes, appelés aussi coques de protection arrière, on en trouve sous différentes formes et modèles.
comme celui-ci en forme de bouteille de parfum et celui-là en forme de nounours. Des plus classiques aux plus originaux, leur utilité est de protéger les smartphones contre la poussière, les rayures et autres dommages. Il y a plusieurs portables. Chaque portable a son fourreau. Les fourreaux sont beaucoup utiles. Les fourreaux sont bons pour le portable. Ça empêche que non, le portable se gratte. C'est juste pour protéger le téléphone parce que ça peut tomber à n'importe quel moment. Il n'y a rien, l'écran ne peut pas se casser. J'utilise ce fourreau parce que ça rend le portable joli. Ça fait stylé. Ça apporte un éclat au téléphone. Autre accessoire très en vogue, ce sont les anti-chocs pour écran. Transparents, ils se confondent au vrai écran et le protègent contre les brisures. Chaque appareil a son anti-choc. Chaque anti-choc a son prix. Vous le voyez que les clients viennent acheter les anti-chocs, c'est pour pouvoir protéger les écrans de leurs appareils. Les anti-chocs aussi, ça les arrange plus. Parce que vraiment, les écrans sont un peu très coûteux. Souvent, il y a des écrans de 30 000, 40 000, 50 000, demain vont à 80 000. En cas d'un accident, tu peux perdre l'écran. Mais si l'anti-choc est là, ça casse l'anti-choc et tu viens, tu rechanges. Toutes nous les femmes qui sont un peu désordonnées, quand ça tombe comme ça se casse et puis ça fait plus de dépenses. Donc du coup, les anti-chocs sont moins chers et puis ça fait que le téléphone dure. La poussière et les chocs sont à l'origine des pannes que connaissent les smartphones. Utiliser des accessoires permet de garder le téléphone en bon état pendant longtemps. Et cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement des applications et des fonctionnalités du téléphone. Autre sujet, une rue de la commune de Cocody sera baptisée bientôt du nom de l'écrivain centenaire ivoirien Bernard Dadier. L'information a été donnée au Palais de la Culture de Treichville par le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kwaku Bandama. C'était à l'occasion de la rentrée culturelle 2016 du ministère de la Culture et de la Francophonie. Issa Yeo et Abou Sanogo. Rentrée culturelle au ministère de la Culture et de la Francophonie. Une rentrée pour récompenser les 2e et 3e du prix d'excellence 2015 dans les domaines des arts vivants, de la littérature, du cinéma et des arts visuels. Les premiers ayant été récompensés par le chef de l'État Alassane Ouattara en août 2015. Je suis content parce qu'une récompense vient nous encourager à faire mieux. Seul le travail paie et je suis contente aujourd'hui. Initiative donc à encourager. Moi, je suis sur la voie d'être excellent parce que j'ai un 3e prix. Handicapé, l'invité spécial du ministre de la Culture et de la Francophonie crée l'émotion dans la salle Christian Latier du Palais de la Culture de Treichville par son génie créateur. Moi, je ne suis pas handicapé. J'ai les membres coupés, mais je ne suis pas handicapé. Maurice Kwaku Bandama a saisi l'occasion du démarrage des activités de son département pour rendre un hommage à Bernard Dadier, l'icône de la littérature ivoirienne, récemment distingué par l'UNESCO dans le cadre de la célébration de ses 100 ans. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a décidé de lui consacrer son année culturelle toute l'année 2016. Le ministère entend entreprendre auprès des autorités de la mairie de Cocody pour qu'une rue porte son nom. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a surtout promis de faire de la culture une activité rentable pour les artistes en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières, c'est la présidentielle au Niger ce dimanche, les législatives également. Les électeurs nigériens ont commencé à voter pour élire leur président. 15 candidats en liste, dont le chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou au pouvoir depuis 2011, briguant un 2e quinquennat, sur place le vote par témoignage permettant de voter sans pièce d'identité, mais avec 2 personnes attestant de l'identité du votant, est critiqué par l'opposition. De nombreux bureaux de vote ont toutefois ouvert avec du retard au Niger ce matin. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 31 000 électeurs nigériens à participer au scrutin. Ils se sont rassemblés massivement dans un établissement de Bingerville choisi pour la circonstance. Les opérations de vote ont démarré depuis 8h30 et se poursuivent sur place. Le dépouillement des bulletins de vote se fera à l'ambassade du Niger au plateau à Abidjan. En Centrafrique, ce sont les résultats. L'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra a été élu président de Centrafrique. Touadéra, dernier Premier ministre de l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013, a recueilli 62,71% des suffrages. Ces résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle de transition.
Et en Ouganda aussi, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, a été réélu président pour un 5e mandat de 5 ans. L'opposition qui accuse la commission électorale d'être partisane dénonce des fraudes. Dans l'actualité sportive, les Congolais du TP Mazembe, vainqueurs de la Ligue des champions, ont remporté la Supercoupe d'Afrique en battant 2-1 les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tenant de la Coupe de la CAF samedi à Lumumbashi. Et comme nous sommes dimanche, un mot de religion. L'église Sema s'est retrouvée dans la région de l'Anyébi-Tiassa pour rappeler le rôle essentiel de l'église dans la société. Le commentaire de Chantal Eouma Akanda. Pour cette rentrée spirituelle de l'église Aris, les fidèles de cette confession religieuse ont effectué nombreux le déplacement du temple de Benjerville. Tous sont venus traduire leur gratitude à Dieu pour toutes ses actions en leur faveur. Et pour l'année 2016 qui commence, le patriarche Nangu Adiako Faustin, président mondial de l'église Aris, a annoncé les grands projets de sa communauté. L'année 2016, l'activité est centrée essentiellement sur 2 projets majeurs. Comme je vous l'ai dit, il y a cette réhabilitation et il y a l'identification de tous les fidèles aristes. Ça, c'est vraiment les 2 projets majeurs. Mais nous avons fait le tour à l'occasion du centenaire. Nous avons écouté nos frères, leurs préoccupations, leurs attentes. Et l'année 2016, nous allons mettre à profit, vraiment c'est au plan spirituel, de régler ces problèmes qui existent dans l'église pour que l'église puisse aller de l'avant. Au cours de cette messe spéciale, le président de la République Alassane Ouattara a fait un don de 10 millions de francs CFA à l'église pour la soutenir dans ses prières pour la Côte d'Ivoire. Et c'est le chargé de mission de la présidente de la République, Agbaï Félicien, qui a remis le don du chef de l'État à l'église. Le président de la République profite de l'occasion pour remercier cette église pour cette constante prière à l'endroit de lui-même et de sa famille, et pour la paix et la réconciliation, et pour les prières qui ont été faites pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les fidèles ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État pour ce don qui va leur permettre d'achever les travaux entrepris au sein de l'église. Comme annoncé, l'actualité aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues maternelles. En Côte d'Ivoire, de nombreuses langues sombrent peu à peu. Il faut dire que de façon plus claire, il y a des langues qui se meurent. Alors, que faire? Eh bien, pour en parler, nous recevons le professeur Jérémy Nguessan-Kwadio, doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaine. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci. D'abord, pour commencer, vous êtes originaire de quelle région, professeur? Moi, je suis originaire de la région de Divo. Je suis baoulé, appartenant à la diaspora, donc je suis né à Iré. Quelles sont les langues? Oui. Et dans cette région, c'est un peu la Côte d'Ivoire en miniature. On retrouve pratiquement toutes les langues parlées en Côte d'Ivoire. Bon, les langues originelles, c'est le Dida, le Dioula, le Baoulé, etc. etc. Donc, c'est la Côte d'Ivoire un peu en miniature, la région de Iré. Un mot dans votre langue? Ontiba. La signification. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Oui, professeur. Existe-t-il une langue nationale en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de langue nationale. Enfin, il n'y a pas une langue nationale, il y a plusieurs langues nationales. Et on appelle langue nationale en Côte d'Ivoire toutes les langues qui sont parlées sur le territoire de notre pays. Et puis on a une langue officielle qui est le français. Voilà. Qu'est-ce qu'une langue maternelle alors? Alors la langue maternelle, au départ, c'était la langue qui était parlée, apprise au contact de la mère. Et puis progressivement, les linguistes ont pensé que ça ne suffisait pas et on a ajouté l'idée de langue première. C'est-à-dire que c'est la langue par laquelle l'enfant apprend à parler avec son environnement et surtout à verbaliser. Donc, langue maternelle égale langue première, c'est-à-dire toute première langue que parle un individu dès qu'il apprend à parler en étant enfant. Professeur, un peu de pédagogie. Quelle distinction faites-vous entre le patois, l'ethnie, le dialecte et la langue maternelle? Alors le patois, il faut l'exclure tout de suite parce qu'il n'y a pas de patois en Côte d'Ivoire. Le patois, on l'utilise dans des pays comme la France où il y a des subvivances d'anciennes langues latines, et en Haute-Savoie ou bien dans le sud de la France. Donc chez nous, il n'y a pas de patois. Chez nous, il y a des dialectes, mais des langues
Je peux prendre un exemple. Par exemple, le bété de Gagnois est un dialecte bété. Le bété de Daloa est un dialecte bété. C'est une variété régionale d'une langue donnée. Maintenant, lorsqu'on parle de l'ethnie, c'est un peu, on parle du peuple. On peut parler de l'ethnie baoulé, de l'ethnie bété, mais on parle du peuple. Et lorsque j'entends souvent dire je ne parle pas mon ethnie, ça écorche mes oreilles, parce qu'on ne peut pas parler un peuple. L'ethnie, ce n'est pas la langue. Donc, nous parlons des langues. L'ethnie, ça référence au peuple. Donc, je ne veux plus entendre parler des gens qui disent je ne parle pas mon ethnie. Voilà. Et nous revenons donc à la langue maternelle. Voilà. La langue maternelle, donc, c'est la toute première langue par laquelle l'enfant verbalise. Et tout le monde sait que c'est une langue qui est très, très importante parce que c'est elle qui permet progressivement à l'enfant de communiquer avec son environnement. Et c'est pour ça que l'on pense que dans les pays où ça se fait, apprendre les premiers rudiments du savoir dans la langue maternelle, c'est très important. Et malheureusement, dans les pays d'Afrique, ce n'est pas ce qui se passe. Et souvent, nous avons des handicaps difficiles à surmonter. Et justement, nous allons passer à cet élément filmé d'Astou Touré qui présente le tableau des langues parlées en Côte d'Ivoire. Regardez. Parler sa langue maternelle n'est plus chose évidente de nos jours en Afrique, et moins encore en Côte d'Ivoire. Ici, le constat est le même, surtout dans les grandes villes. Parler ma langue maternelle, malheureusement pas. J'ai grandi en ville. J'allais au village quelques rares fois et je ne dirais pas souvent 2 jours, 3 jours ou plus. Ma mère parle couramment mais pas à la maison puisqu'on ne comprenait pas. Le temps, un voyageur revient donc on perdait le fil. On parlait couramment le français, quelquefois la langue maternelle, mais quand ce n'était pas perçu, elle parlait en français. Ça dépend du cas de vie, du milieu. Si tu es né dans une famille où tout le monde parle la langue, c'est normal que tu parles la langue. Si tu es né dans un lieu où tout le monde parle français, c'est le français du moment que tu pourras comprendre. J'ai envie de savoir parler ma langue maternelle, mais autour de moi, on parle ça rarement. Donc, ça fait que je néglige ça un peu. La prééminence de la langue française sur les autres langues locales et la multiplication des couples mixtes sont aussi des raisons avancées. C'est le mariage mixte qui a freiné mon expression en langue locale. Mais aussi, il y a aussi la modernisation. Moi, j'ai des camarades qui sont issus d'un mariage mixte, mais qui parlent soit l'ethnie de la mère, soit l'ethnie du père. Mais bon, ce n'est pas le cas pour moi et pour mes frères et sœurs, malheureusement. C'est un pays qui a été colonisé par les Français. Au début qu'ils sont venus, ils ont demandé aux habitants de ne plus parler leur langue maternelle, de parler que le français. Moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'on néglige un peu la langue maternelle. Cependant, les études révèlent que la situation n'est pas catastrophique. 88,8% des conversations relevées sur les marchés se font dans des langues locales et 11% sont faits en français. L'introduction des langues maternelles dans le système éducatif, déjà à l'étude en Côte d'Ivoire, contribuera pour beaucoup à l'éclosion des langues traditionnelles. Car des expériences révèlent que les enfants apprennent plus vite dans leur langue maternelle qu'en français. Professeur, nous venons de le voir, la Côte d'Ivoire compte plus d'une 60aine de langues nationales réparties en 4 grands groupes, les Krou, les Akans, les Mandés et les Voltaïques. Parmi ces langues, on a vu dans le reportage, il y a celles qui tendent à disparaître. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de langues qui sont menacées de disparition. On peut citer les Souma, qui était parlé à Assini Mafia, qui a pratiquement disparu. On peut parler de Léotilé, qui n'est plus parlé dans son site originel, qui est à Diaké. Elle est parlée à Vitré, mais ce n'est pas son site originel. Il y a aussi le Siti, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et le Prépicia. Enfin, il y a une dizaine de langues comme ça qu'on a citées au début du siècle et qui ont pratiquement disparu aujourd'hui. Donc, et j'ajoute que toutes les langues de Côte d'Ivoire sont menacées. Qu'est-ce qui explique cela? Dans l'élément, on a donné une explication. D'abord, c'est la modernisation. D'abord, c'est les mariages mixtes. D'abord, c'est l'urbanisation accélérée des populations. Aujourd'hui, 45% des Ivoiriens vivent en ville. Et il y a la prééminence du français. Et la jeune dame m'a expliqué que les Français sont arrivés, ils ont imposé leur langue, ils ont interdit aux autres de parler de leur langue nationale. D'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est que le symbole à l'école, qui interdisait pratiquement
aux enfants de parler leur langue, parce que tout cela fait partie de l'arsenal colonial pour brimer l'Africain, et y compris le fait d'interdire de parler sa langue. Donc ça, c'est un handicap que nous traînons depuis longtemps et qui fait qu'effectivement ces langues sont menacées à terme. Que doit-on faire alors? Il faut faire ce qu'on fait. Dans les années 80-70, l'État a investi à l'Institut de linguistique appliquée pour les recherches de langues. L'État nous a donné une mission de faire des expériences d'apprentissage de ces langues dans les écoles. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, par exemple, le programme d'école intégrée utilise une dizaine de langues pour faire ces expérimentations et voir que, au niveau psychologique et au niveau psychopédagogique, il est prouvé qu'un enfant qui apprend d'abord dans sa langue maternelle avant de passer à la langue seconde qui est le français va plus vite que ceux qui affrontent la langue brutalement. Et en ce moment, il y a des choses qui se passent, des handicaps qui font que souvent, on a des échecs insurmontables. Professeur, si rien n'est fait, on parlera le chinois, l'arabe. Bref, quel intérêt y a-t-il donc à parler sa langue maternelle? Alors, madame, c'est ce type de question que d'autres peuples ne se posent pas. Je crois que cette question, il n'y a qu'en Afrique subsaharienne où on se la pose. Vous allez en Corée, vous allez en Chine, vous allez au Vietnam, personne ne se posera ce type de question. Pourquoi? Quel intérêt il y a à parler sa langue maternelle? C'est des langues que nous avons depuis des millénaires. Nous sommes venus avec. Et comme je disais tout à l'heure, si on les avait instrumentalisées, elles auraient pu nous permettre d'entrer dans le savoir beaucoup plus facilement. Et les expériences sont là. Et puis en plus, elles contiennent une part importante de notre culture. L'Ivoirien qui va être émergé, il va émerger comment? Avec quoi? Il sera quoi? Il faudrait aussi que nous émergions avec notre culture à travers nos langues. Donc voilà l'importance des langues. Et puis elles peuvent aussi contribuer au développement si elles sont utilisées à bon escient, comme à l'école, dans l'alphabétisation. Elles peuvent jouer un rôle aussi dans la Côte d'Ivoire moderne. Donc, nous allons revenir sur cet aspect, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il est démontré qu'un enfant qui parle bien sa langue maternelle s'exprime bien dans une langue étrangère, par exemple en français. Mais pourquoi? Mais parce que, d'abord, vous savez, je crois que les enfants africains sont formidables. Comparer un enfant africain à un enfant européen, portugais, coréen, il naît dans sa langue maternelle. Il tète dans sa langue maternelle. Il joue dans sa langue maternelle. Et progressivement, son cerveau se met en place. Et lorsqu'il entre à l'école, c'est tout naturel qu'il poursuit ses formations. Or, nous, on est dans nos langues, on joue, on tète dans nos langues. Et au moment où on va à l'école, il y a une barrière qui fait que la structuration du cerveau qui a commencé à se mettre en place s'arrête pour passer à autre chose. D'où la difficulté. Donc nous pensons, c'est pour ça que les psychopédagogues pensent que il est bon que les enfants soient initiés, même dans des pays comme les nôtres, initiés d'abord à manipuler les choses, les savoirs à travers leur langue maternelle avant de passer à une seconde langue. Et ça aide énormément. Et je pense que là-dessus, les expériences l'ont prouvé. Nous-mêmes, nous avons fait des expériences qui l'ont prouvé. Et le PEI a fait des expériences qui prouvent que ces enfants-là deviennent beaucoup plus performants que ceux qui rentrent brutalement au contact avec la langue française qui n'est pas leur langue. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des enfants qui ont la langue française comme langue maternelle. Vous avez d'autres qui n'ont pas le français comme langue. Et puis, entre les deux blocs, il y a ceux qui parlent le nouchi, qui est une espèce de sabir. Donc, tout ça, ça crée des difficultés, si bien qu'on peut dire que les enfants ivoiriens, en face de l'école, ne sont pas égaux. Mais pour ça, il y a certains élèves qui ne connaissent même pas un mot de leur langue maternelle, qui ont réussi aussi. Oui, mais le problème, c'est le problème du pourcentage. C'est-à-dire, vous dites ça, c'est vrai. Il y a des gens qui réussissent. Mais quand vous prenez le pourcentage de ceux qui réussissent de cette façon-là, vous verrez qu'il y a beaucoup qui restent sur le chemin parce qu'effectivement, ils ont eu des difficultés à entrer dans cette langue qui, quoi qu'on dise, est difficile. Et quand, vous voyez à quoi on apprend la langue aux enfants, et en même temps, il faut qu'ils réfléchissent dans une langue qu'ils sont en train d'apprendre. Vous voyez, la double difficulté, c'est ça qui fait que je pense que les handicaps souvent ne sont pas surmontés. Et depuis quand la Côte d'Ivoire a décidé de faire la promotion de ces langues? Depuis toujours, mais de façon, j'allais dire, confidentielle. L'Institut de linguistique appliquée existe depuis 1966. On fait des recherches. Mais de façon officielle, les choses n'ont pas été prises en compte, sauf depuis que le ministère de l'Enseignement
l'éducation nationale de l'enseignement technique a décidé de lancer ce projet de PEI qui maintenant est de façon officielle. Le projet de PEI, programme d'école intégrée, où nous avons une dizaine de langues qui sont enseignées à l'école primaire à travers tout le territoire national. Professeur, qu'est-ce que vous proposez pour ne pas que nos langues disparaissent alors? Alors il faudrait que, je dis tout à l'heure que dans beaucoup de pays, ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs. Nous avons fait des recherches. Nous avons des résultats. Il faudrait que les Ivoiriens prennent conscience que c'est important. Je pense que ce débat-là n'a pas encore eu lieu. Les Ivoiriens n'ont pas pris conscience que nous pouvons être modernes, parler l'anglais, parler chinois, parler coréen, parler japonais, mais parler BT aussi, parler Djoula, ça ne dénote pas. Voyez? Donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Et quand on a pris conscience de ça, nous pouvons valablement, tous ensemble, décider que nous allons enseigner telle et telle langue, en faire des moyens pléniers à côté du français, à côté de l'anglais, à côté des autres langues, de notre développement culturel et de notre développement tout court. Vous avez parlé d'une politique véritable aussi. Quel est le contenu? Le contenu, ce serait l'aménagement linguistique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'avec toutes les recherches que nous avons faites, et nous savons qu'il y a 4 aires linguistiques. Dans les années 80, nous avons décidé de faire émerger de ces 4 aires linguistiques 4 langues qui sont représentatives de 4 aires linguistiques. Et nous avons enseigné ça à l'université pendant quelques années. Donc il faudrait que cette politique soit approfondie, qu'on ait les moyens d'affiner cette politique et surtout d'instrumentaliser ces langues. Parce qu'une langue, pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit travaillée, qu'elle soit enrichie. Parce que si vous demandez aujourd'hui au Dioula ou au Baoulé de traduire... je ne sais pas, Internet et tout ça, et on aura des difficultés, simplement parce qu'on ne les a pas préparés à ça. Donc il faut aussi qu'on les prépare, qu'on les travaille, que les recherches de fond dessus, et pense que ces langues peuvent être aussi performantes. Professeur, comment dit-on que c'est terminé dans votre langue maternelle? Wavier. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la promotion des langues maternelles. Je rappelle que vous êtes le professeur Jérémy Nguessan Kouadio, doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Merci pour votre contribution. Merci, madame. Voilà, c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.